Chapitre 6. Le fils prodige. Partie 2. Lucius rentra donc dans la pièce avec entrain, la démarche légèrement bancale, les joues roses, sa cape posée de travers sur ses épaules. Il saisit le siège qui se trouvait à côté de son père et s'y laissa tomber en soupirant d'aise. « Quelle soirée !» murmura-t-il les yeux dans le vague. « Oui, j'ai l'impression que tu as passé un agréable moment, » dit Abraxas Malfoy avec un sourire pincé. « Vous auriez adoré, père. Des soirées comme on n'en a plus fait depuis longtemps. Décidément, le ministère est prêt à tout pour nous faire oublier la situation actuelle. Des chants, des danses, et tout cela à leurs frais. J'en suis fourbu. » Il se pencha sur la table, tendit sa main vers la crête acérée qui formait l'anse de la carafe de vin, mais Abraxas Malfoy l'écarta de lui. « J'ai l'impression que tu as déjà bu plus que de raison, » dit-il, en imitant le ton enjoué de son fils. La main de Lucius se referma dans le vide, et il continua de fixer la carafe inaccessible pendant plusieurs secondes, l'air déçu. Malheureusement, le vin du ministère est loin d'être aussi bon que le nôtre, soupira-t-il. Cela ne m'étonne pas, gronda Abraxas Malfoy. Leurs finances sont au plus mal, et pourtant ils continuent de jeter l'argent par les meurtrières. Et tout ça pour entretenir des choses aussi absurdes que le pensionnat Wimbley. Lucius poussa un petit gloussement, et Abraxas Malfoy le regarda avec exaspération. « À propos, où en es-tu de ce côté? Est-ce que l'enquête avance? Va-t-on enfin en finir avec ce maudit pensionnat ?» Lucius écrasa sa joue sur son poing, les yeux mi-clos, et haussa mollement les épaules. « Ne peut-on pas attendre demain pour parler affaires? Il est 2 heures passées, et j'aimerais retrouver Narcissa. »« Non, justement, nous ne pouvons pas attendre, » dit Abraxas Malfoy en frappant un grand coup sur le sol avec sa canne. Lucius sursauta et se dressa brusquement contre le dossier de son siège. « Hein, pardon, vous disiez? Ah oui, le pensionnat Wimbley. Où en étais-je? Ah oui, donc j'ai revu tout à l'heure cette petite femme qui nous a mariés, Narcissa et moi. Comment s'appelle-t-elle déjà? Florès? Non, Agnès. Dolores Ombrage, dit Abraxas Malfoy entre ses dents, la main crispée sur le pommeau de sa canne. Oui, c'est cela, merci. Dolores Ombrage, donc. Une jeune femme parfaitement odieuse, délicieusement exécrable, qui déteste Eleanor Wimbley, probablement plus que tous les sangs purs d'Angleterre réunis. Lucius s'interrompit pour étouffer un long bâillement. Enfin, peu importe. En effet, peu importe. Cette charmante Ombrage, donc, travaille au ministère depuis 5 ans et cherche désespérément à faire décoller sa carrière. Hélas, elle a été chassée du département de l'administration magique après le mariage de Carla et Edgar Goyle, où elle s'est montrée, disons, un peu trop intrusive avec la famille Goyle. Véral l'a dénoncée. Elle est désormais contrainte de travailler au bureau des plaintes magiques. Excuse-moi, Lucius, mais en quoi les déboires de cette petite écervelée sont-ils censés m'intéresser? Eh bien, ils nous intéressent justement parce que la plainte de l'inspecteur a été reçue par ce fameux bureau des plaintes et que Dolores Ombrage s'est engagée à traiter ce dossier avec la plus grande sévérité. « Bien, » dit Abraxas Malfoy. « J'espère qu'elle sera plus efficace pour régler cette affaire qu'elle n'a été discrète pour fouiller dans le secrétaire de Vera Goyle. » Lucius acquiesça mollement, ou, en tout cas, trop mollement au goût de son père. « Tu n'as pas l'air enchanté par cette perspective, » remarqua Abraxas. « Je sais que Narcissa a été attendrie par ces immondes petits sangs de bourbe, mais ça n'est pas une raison pour te montrer indulgent avec Eleanor Wimbley. C'est une plaie pour notre pays. Il faut abattre cette négresse, Lucius. » « Oui, père, je le sais, mais Narcissa n'est pas aussi engagée que nous dans cette lutte. Enfin, pas encore. Et puis, elle ne s'est pas encore remise du décès de sa mère. Elle reste fragile et je préférerais ne pas la brusquer. »« Gouverne ta femme comme tu l'entends, mon fils, »
répondit Abraxas Malfoy avec agacement. En revanche, ne la laisse pas te mener par le bout du nez. Si nous attendons encore davantage, Eleanor Wimbley pourrait trouver un moyen de nous échapper. 20 ans que cela dure, Lucius. 20 ans que les sangs de Bourbe accèdent avec autant de facilité que nous à Poudlard et aux privilèges qui, jusqu'ici, n'appartenaient qu'aux véritables sorciers. Et si tu restes les bras croisés pour satisfaire les pleurnicheries de ton épouse... Narcissa ne pleurniche pas, corrigea fermement Lucius. Mais Abraxas Malfoy ne lui prêta aucune attention. Il ne restera plus rien de notre belle culture sorcière et de notre prestige. Déjà, le Magen Mago veut supprimer la fête nationale des sorciers pour ne pas froisser ses imposteurs. À ce propos, le coupa Lucius en changeant habilement de sujet. La question est réglée. Le département des événements magiques a désespérément besoin d'argent et je leur ai proposé un large prêt en échange de l'annulation de ce décret. Cette nouvelle loi ne passera jamais. Abraxas Malfoy resta silencieux, et Lucius en profita pour poursuivre sur sa lancée. J'ai également rencontré le directeur du département de la coopération magique internationale. Je crois que je me suis attiré sa sympathie. Cela peut nous être fort utile par les temps qui courent. Lucius s'interrompit pour attendre une réaction de la part de son père, qui l'observait en plissant les yeux et en caressant la tête de serpent argenté qui se trouvait sur le pommeau de sa canne. « Tu es donc satisfait de toi ?» constata Abraxas Malfoy. Sa voix était encore plus glaciale que d'habitude, mais Lucius, enivré par le champagne et par sa folle soirée, ne remarqua rien et continua de foncer tête baissée dans le piège que lui tendait son père. « Oui, plutôt, » répondit-il, fier d'avoir retrouvé son assurance habituelle. Comme s'il espérait que son père serait redevenu plus clément, il étendit à nouveau sa main vers la carafe de vin, mais cette fois-ci, son père saisit sa canne et à l'aide du pommeau en forme de serpent, il lui écrasa brutalement la main sur la table. « Père !» protesta Lucius en essayant vainement de retirer sa main. « Je me demande ce que j'ai fait pour avoir un fils aussi dépourvu d'intelligence !» siffla Abraxas, en appuyant encore davantage sur la main de Lucius. Quelques étages plus haut, dans sa salle de bain, Narcissa venait de sursauter et mobilisait toute sa volonté pour se retenir de descendre dire le fond de sa pensée à Abraxas avant de lui faire manger sa canne. Aïe, je ferai fermer le pensionnat, père, ce n'est qu'une question de temps, je vous assure. Justement, c'est bien là le problème. Maintenant, nous ne pouvons plus faire le moindre arrangement sans que le ministère enclenche une procédure qui durera assez longtemps pour que j'en envoie jamais la fin. Du temps, je n'en ai plus beaucoup devant moi, Lucius. Je m'affaiblis de jour en jour. Je ne peux pas me permettre d'attendre la résolution de ces affaires que tu fais tant traîner. Quant au prêt que tu as proposé au département des événements magiques, c'est une idiotie. Nos dépenses ont déjà quasiment doublé ces derniers mois. Tout ça parce que tu es incapable de résoudre le moindre problème sans faire des promesses démesurées à tous nos entremetteurs. Lucius s'apprêtait à répliquer quelque chose, mais son père le fit taire d'un geste de la main et pointa sur lui un index accusateur. Et je crois que depuis tout ce temps, la solution à tous nos problèmes était sous notre nez, mais que tu l'as volontairement écartée parce que tu en avais peur. Abraxas, cela suffit, gémit Prisca depuis son portrait. Mais celui-ci ne lui accorda aucune importance. Mais de quelle solution parlez-vous, père? Ah, ce que tu peux être sot parfois. Enfin, Lucius, à ton avis, quelle est la seule chose qui puisse effrayer le ministère davantage que les menaces d'un Malfoy? Au fur et à mesure qu'Abraxas parlait, il rapprochait son visage de celui de Lucius, à tel point que ceux-ci se touchaient presque, lorsque Lucius finit par comprendre que son père parlait de Voldemort. « Père, vous n'y pensez pas. Vous-même disiez que nous ne pouvions pas l'envisager. Ce sont des embrumés, des mécréants de la pire espèce. » J'ai dit ça parce que je me suis fondé sur tes informations, qui provenaient du ministère. Mais j'ai découvert aujourd'hui que tous les habitants de la colline d'Émeraude s'apprêtaient à les rejoindre. Si je n'avais pas été aussi vigilant, ils nous seraient tous passés devant par ta faute.
Les Collinards, vous dites? Ah, vous devez vous tromper, mentit Lucius d'une toute petite voix. Les crabes sont en train de les convaincre. Et quand ce sera le cas, tu seras le dernier à rejoindre le camp de la victoire, et tu nous feras passer pour des imbéciles. Mais si le ministère l'apprend... Oh, secoue-toi un peu, Lucius, le pouvoir désormais ne se joue plus au ministère. Tu veux peut-être finir comme Cygnus Black? Je croyais que vous l'appréciez. C'est le cas. C'est un homme admirable, mais son entêtement lui a coûté sa carrière et son honneur. Ne commets pas la même erreur que lui. Lucius soupira, sonné. Je pensais que vous seriez fier de moi après tout ce que j'ai fait pour être dans les petits papiers de la ministre. Si ce qu'on dit est vrai, Eugenia Jenkins n'aura bientôt plus aucun pouvoir. Non, crois-moi, il vaut mieux miser sur ce mage noir, et tu as intérêt à le trouver rapidement, car tu n'auras aucune chance d'attirer son attention une fois qu'il aura rencontré les deux fils crabes, ces colosses. Mais comment voulez-vous que je... Mais je ne sais pas, moi. Débrouille-toi. Ah, ce que tu peux manquer d'initiative. Fais le nécessaire, Lucius, voilà tout. Il faut que ce mage noir soit de notre côté, coûte que coûte. Lucius voulut dire quelque chose, mais son père l'en empêcha de nouveau. Cette conversation est close, dit-il en se levant. Tu peux aller roucouler avec ta bien-aimée, puisque c'est manifestement la seule chose que tu sois capable de faire. Et il partit d'un pas raide, en s'appuyant sur sa canne. Après son départ, Lucius resta pendant plusieurs minutes dans la bibliothèque. Il massa sa main endolorie et regarda les objets qui se trouvaient dans la pièce avec une expression sidérée, comme s'ils étaient tous complices de ce qui venait de se passer. Prisca essayait de le réconforter depuis son portrait, mais Lucius ne semblait pas l'entendre. Lorsqu'il se décida à quitter la pièce, Narcissa fit un geste vers le miroir, et l'image de la bibliothèque disparut, remplacée par son propre reflet. Elle se leva, rangea précipitamment son journal intime sous une latte du parquet de leur chambre, nettoya d'un coup de baguette magique les flaques d'eau savonneuse qui restaient sur le sol, enfila sa chemise de nuit satinée, et s'installa devant son miroir pour peigner ses cheveux blonds encore un peu humides. Malgré l'impatience qu'il avait ressentie toute la soirée à l'idée de serrer Narcissa dans ses bras, Lucius ne monta pas tout de suite se coucher. Tout d'abord, il fit un détour par le couloir de ses ancêtres, celui dont les murs étaient recouverts de portraits grandeur nature. Dans les cadres finement ouvragés, accrochés sur le mur avec une régularité irréprochable, ces innombrables ancêtres sommeillaient, confortablement installés dans de somptueux habits de soie et de fourrure. Au fur et à mesure que ses yeux s'acclimataient à la pénombre, Lucius distingua les inscriptions de lettres d'or qui se trouvaient au bas de chaque portrait. On y trouvait le nom de l'ancêtre représenté, ainsi que les faits notables que chacun pouvait se vanter d'avoir accomplis au cours de sa vie. Armand Malfoy a jadis aidé le roi Guillaume Ier d'Angleterre dans sa conquête de l'Angleterre. S'est établi dans le Wiltshire et a acquis un large domaine. Nicolas Malfoy a ingénieusement profité de la peste noire pour chasser définitivement les derniers moldus qui vivaient sur ces terres. Septimus Malfoy, premier conseiller du ministre Unctius Osbert, a empêché l'adoption du Code de protection des moldus. Arrivé au bout de la galerie, après avoir lu pensivement les titres des dizaines de portraits qui s'alignaient, Lucius s'arrêta, tout en tanguant légèrement sur ses jambes à cause de tout le champagne qu'il avait bu. Il restait encore quelques portraits vides, dont la toile était restée noire. Face à l'un d'eux, Lucius observa le reflet imprécis de son visage pâle et de ses beaux vêtements dans le vernis de la toile, et se mit à imaginer ce qu'il y aurait écrit au bas de son portrait quand son heure serait venue. Lucius Malfoy, fidèle associé du plus grand mage noir de tous les temps, a rassemblé une armée de sang pur et a rétabli la domination des sorciers sur le monde, a étendu l'emprise des Malfoy au-delà des frontières. À cette pensée, Lucius se surprit à frémir d'excitation. Son père avait raison. Jusqu'ici, il préférait rester tranquillement au ministère, là où tout lui était déjà acquis,
Mais après tout, peut-être que ses amis disaient vrai. Il s'était sans doute sous-estimé, il était capable de voir plus grand. Oui, il était peut-être celui que tous les sangs purs attendaient depuis tout ce temps. Alors finalement, et si le jeu en valait la chandelle? Pendant ce temps, Narcissa peignait ses cheveux blonds avec lenteur, tout en réfléchissant à toute vitesse. Dans quelques instants, Lucius allait entrer et, elle en était désormais certaine, allait lui proposer de se joindre à Voldemort. Elle essayait donc de réfléchir posément aux deux choix qui s'offraient à elle. Il fallait refuser, bien sûr, c'était ce qu'il y avait de plus raisonnable. Rejoindre Voldemort n'avait aucun sens. C'était un assassin, un être profondément mauvais, qui n'avait rien à voir avec l'image que Narcissa se faisait d'elle-même. Alors pactiser avec lui? Non, c'était impensable. Mais tout de même, après tout, si Crabbe disait vrai, si les habitants de la colline d'Émeraude s'apprêtaient réellement à franchir le pas, alors il leur faudrait suivre le mouvement. Ce serait inévitable. Ne valait-il pas mieux prendre les devants plutôt que de faire partie des suiveurs qui ne récolteraient jamais aucun mérite? Ce serait risqué, c'est vrai, mais Narcissa s'ennuyait tellement que ce risque lui semblait presque attrayant. Narcissa entendit la porte de la chambre s'ouvrir. En regardant derrière elle, elle vit Lucius pousser la porte avec lenteur, et sa confusion était si flagrante que Narcissa en eut de la peine pour lui. Elle regrettait de lui avoir parlé avec froideur lorsqu'ils avaient quitté le pensionnat Wimbley. Il lui apparaissait désormais évident que Lucius n'y était pour rien et qu'Abraxas Malfoy était coupable de toutes les fautes. Lorsque Lucius vit Narcissa dans la salle de bain, un sourire affectueux illumina son visage, et il s'approcha d'une démarche légèrement incertaine. « Tu ne dors pas ?» dit-il les yeux brillants en s'appuyant contre le mur de la salle de bain. Narcissa laissa sa brosse à cheveux sur les mailles rutilants de l'évier et rejeta ses longs cheveux blonds en arrière en s'approchant de lui. « Daisy m'a rendu visite aujourd'hui. Elle est partie il y a seulement une demi-heure. » Lucius hocha la tête, ses yeux pâles arrivés sur les lèvres de son épouse. Manifestement, il mourait d'envie de l'embrasser. « Comment s'est passée ta soirée ?» demanda Narcissa en dénouant le cordon argenté qui retenait la cape de Lucius autour de ses épaules. Lucius regarda sa cape glisser sur le sol, pensif. « C'était à mourir d'ennui. Comme d'habitude quand tu n'es pas là, dit-il en titubant un peu. Cette remarque arracha un sourire à Narcissa. « Allons, je suis sûre que tu t'es amusée, dit-elle. Tu as encore du rouge à lèvres sur la joue. » Lucius haussa un sourcil, interloqué, leva sa main pour se frotter la joue, puis interrompit son geste et sourit à nouveau, en replaçant une mèche de cheveux blonds derrière l'oreille de Narcissa. « Tu essaies de me faire marcher ?» gloussa-t-il. « Bien joué, mais ça ne prend pas. » Il se pencha vers elle, puis s'interrompit. « Je voulais te dire, je suis désolé à propos d'hier, » dit-il en articulant approximativement. « Au pensionnat Wimbley, j'ai été trop rude avec toi. » Narcissa n'avait pas pensé au pensionnat de la journée. Ce problème lui apparaissait désormais totalement secondaire, et elle avait été tellement confuse pendant la visite que ses souvenirs en étaient imprécis. « N'en parlons plus, » dit-elle en secouant la tête. Lucius acquiesça, soulagé. Et il se pencha encore, et ils s'embrassèrent enfin. « J'ai détesté me disputer avec toi, » lui dit Lucius à l'oreille. « Cette journée a été la plus longue de ma vie. Ne recommençons plus jamais. » « Marché conclu, » approuva Narcissa en souriant. Narcissa l'attira vers le grand lit à baldaquin et se laissa tomber sur les innombrables oreillers de plumes. Lucius retira maladroitement sa veste et ses bottes de cuir
et s'allongea à côté d'elle en soupirant d'aise. Alors, raconte-moi, comment allait Daisy? Plutôt bien, même si l'état du pays l'inquiète et que Carla leur rend la vie impossible. Enfin, pour nous changer les idées, nous sommes allés monter Ramia et Balor. Ah oui? Oui, ça m'a fait beaucoup de bien. Je pense que j'irai là-bas plus souvent à l'avenir. Nous pourrions y aller ensemble si tu veux. Ce serait bien, oui. Narcissa soupira intérieurement. Lucius avait acquiescé sans y croire une seule seconde. Son père lui laissait à peine le temps de dormir, alors pour une après-midi entière de divertissement. Ensuite, je lui ai fait visiter le jardin, poursuivit Narcissa sans entrain. Et puis, nous sommes montés ici car ton père avait des invités. Des invités? Demanda vivement Lucius. Qui donc? Je ne sais pas, mentit Narcissa. Je ne les ai pas vus. Pourquoi cette question? Oh, non, ce n'est rien. Simplement, mon père semble avoir changé d'avis sur beaucoup de choses ce soir. Lucius haussa les épaules, pensif. Narcissa lui caressa doucement les cheveux, et il parut se sentir mieux pendant quelques instants, puis il fut regagné par ses préoccupations. À propos de quoi a-t-il changé d'avis? Demanda innocemment Narcissa. Perdu dans ses pensées, Lucius mit un moment à répondre. Eh bien, il pensait initialement que rejoindre tu sais qui était imprudent, mais maintenant il soutient que c'est indispensable. Il marqua une pause tout en observant Narcissa du coin de l'œil. Qu'en penses-tu? Demanda-t-il. Narcissa battit des paupières. Avait-elle vraiment le choix? Ou bien, ce choix était-il vraiment celui de rejoindre Voldemort ou de s'en tenir à distance? Non. En réalité, il se résumait plutôt à celui-ci. Soit elle s'arc-boutait pour essayer d'empêcher Lucius d'accomplir ce que tout le monde l'encourageait à faire, soit elle jouait le jeu et l'accompagnait docilement dans sa démarche. Si elle optait pour la première solution, il fallait être lucide, elle n'avait pratiquement aucune chance de parvenir à le raisonner. À sa connaissance, Lucius n'avait jamais désobéi à son père. Malgré ses supplications, il irait se joindre à Voldemort. Et, lassé par les reproches de Narcissa, il agirait sans jamais la consulter, sans même l'avertir de ses manigances. Et elle, à force de réprimandes, deviendrait une épouse aigrie, irascible, exactement comme la tante Valburga. À l'inverse, si elle choisissait de soutenir Lucius, celui-ci aurait l'impression d'être compris, soutenu, aimé. Ils pourraient alors discuter ensemble de chaque décision, que Narcissa pourrait sagement influencer. Elle pourrait se tenir à ses côtés en permanence, veiller à ce qu'il ne lui arrive rien. Alors, Narcissa déglutit avec difficulté et se redressa pour s'asseoir en tailleur sur le lit. Lucius l'observait toujours. J'ai entendu des cris en bas, dit-elle pour retarder le moment où elle devrait donner son avis. Tu sais, Lucius, tu devrais arrêter de te laisser faire. Lucius se détourna aussitôt, mal à l'aise. Tu te rends compte de la manière dont il te traite? Il a raison d'agir ainsi, soutint Lucius. Il m'endurcit, il me prépare. C'est grâce à lui que je suis à cette place aujourd'hui. Oh non, Lucius, je t'en prie. Ta réussite, c'est à ton travail acharné que tu la dois, à tout le temps que tu y as consacré. Et maintenant, tu es le maître des lieux tout autant que lui. Garde à l'esprit que tu pourrais le chasser si tu le voulais. Jamais je ne ferai une chose pareille, protesta Lucius. Je lui ai déjà causé assez de tort. Il s'interrompit, les lèvres pincées. Narcissa fronça les sourcils sceptiques. Je te demande pardon? Lucius détourna son regard, et ses pensées semblèrent dériver vers de lointains souvenirs. De quoi parles-tu, Lucius? Insista Narcissa. Tu as toujours été un fils exemplaire, bien trop exemplaire selon moi. Lucius continua de fixer le mur pendant quelques secondes, puis reporta son attention sur Narcissa. Je n'ai pas très envie d'en parler maintenant, soupira-t-il.
Narcissa en fut désappointée, mais elle jugea que Lucius avait déjà essuyé suffisamment de réprimandes et décida de ne pas insister davantage. Parlons plutôt de ce vol de... Enfin, ce tu sais qui, reprit Lucius. Qu'en penses-tu? Il se faisait face, tout proche, assis sur les édredons moelleux. Chacun observait avec attention le comportement de l'autre, guettant le moindre signe d'assentiment ou de désaccord. Après des mois d'ennui et de lassitude, l'esprit de Narcissa s'était remis en marche. Plus que jamais, elle refusait de prolonger cette situation où Lucius était absent et obéissait à son père à la baguette. Il fallait changer cela, par n'importe quel moyen. « Je suis partagée, dit-elle prudemment. Elle hésitait à parler. Elle avait peur. Peur de Voldemort, et de le rencontrer à nouveau, bien sûr. Mais encore davantage de ce qu'il pourrait lui faire, à elle qui connaissait leurs repères, qui avait vu les visages des mange-morts, qui connaissait la plupart de leurs noms depuis le jour où Bellatrix l'avait emmené dans le sous-sol du serpent qui fume. À ce moment-là, Narcissa n'avait pas songé aux conséquences de cette rencontre. Mais depuis que Cassandre Shelby avait été assassinée dans sa propre demeure, elle avait commencé à craindre pour elle-même. Il ne faisait aucun doute que les mange-morts ne tarderaient pas à considérer qu'elle en savait trop et qu'elle représentait donc une menace à éliminer. Bellatrix la protégerait sans doute, mais pour combien de temps? Quant à l'aspect global de la guerre, Narcissa ne s'y était jamais réellement intéressée, trop préoccupée par ses propres soucis. Elle n'avait jamais mesuré la gravité de ce qui se tramait, et l'idée que des gens pourraient perdre la vie à cause de la décision qu'ils étaient en train de prendre ne l'effleura même pas. « Avant tout, je voudrais te dire quelque chose, dit-elle. Quelque chose que j'aurais dû te dire depuis longtemps. » Lucius ne sia pas. Ses yeux pâles la fixaient avec intensité. « Je sais où trouver tu sais qui, avoua-t-elle. Je sais où les mange-morts se réunissent. » Lucius fronça les sourcils. « Comment cela? » ?»« Grâce à Bellatrix, elle combat à leur côté depuis des années. Un jour, peu après la mort de ma mère, elle m'a amené jusqu'à leur lieu de rendez-vous. Elle voulait que je me joigne à eux. »« Attends, tu y es allé en personne? » ?»« Oui. »« Tu as rencontré les mange-morts? Tu as vu leur visage? Tu connais leur nom? »« Oui, certains. »« Bellatrix voulait que tu te joignes à eux? »« C'est cela. »« Et tu as refusé? »« Oui, cela me répugnait. » Lucius plissa les yeux de plus en plus attentifs. « Je sais que j'aurais dû t'en parler plus tôt, mais je n'y ai pas vraiment accordé d'importance à ce moment-là. Et depuis, je n'y ai pas beaucoup repensé. » Lucius hocha la tête, l'incitant à poursuivre. « J'avais aussi terriblement honte, poursuivit Narcissa. Je n'en ai parlé à personne, pas même à Daisy. C'était un moment douloureux. Je voulais oublier tout ça. »« Je comprends, dit simplement Lucius, mais ça ne répond pas tout à fait à ma question. À l'époque, donc, tu as refusé la proposition de Bellatrix. Mais aujourd'hui, qu'en penses-tu? » Narcissa ne savait pas quoi répondre. Que pensait-elle? C'était une bonne question. Cela faisait bien longtemps qu'on ne lui avait pas demandé son avis pour quoi que ce soit. Que pouvait-elle bien penser depuis son grand manoir isolé de la réalité, alors que Lucius se tenait chaque jour informé de tous les enjeux de la guerre qui se préparait? Après tout, ce qu'elle pensait de la situation n'avait pas réellement d'importance. Contrairement à elle, Lucius était avisé et infaillible, et il fallait s'en remettre à lui. C'était là l'ordre des choses. « Quoi que nous fassions, je veux que nous le fassions ensemble, » dit-elle finalement. Elle avait parlé calmement, et pourtant elle sentait son cœur battre avec force dans sa poitrine, résonner dans ses tempes, comme s'il essayait de protester. En face d'elle, Lucius acquiesça.
Ses yeux pâles brillaient de plus en plus fort. « Dis-moi ce que tu comptes faire, » proposa Narcissa. « Il me semble que tu as déjà ta petite idée là-dessus. » Lucius se redressa, pressa sa main dans la sienne. Il prit son temps, choisissant soigneusement les mots qu'il s'apprêtait à prononcer. Narcissa sentit les battements de son cœur accélérer la cadence. « J'ai longtemps été partagé, » dit-il. « J'avais du mal à envisager l'idée de rejoindre un clan de brigands et de malfaiteurs, mené par un mage noir d'une puissance incertaine. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles informations que je possède, oui, je pense que nous rapprocher de tu sais qui peut nous être profitable. Je pense qu'il aura de bonnes raisons de nous écouter et que nous pourrions influencer ses décisions pour servir nos intérêts. Et surtout, je pense que cela nous mettrait à l'abri de toute menace. » Il parlait avec une diction impeccable, assuré et séduisant, exposant un argumentaire aussi éloquent que superflu. Narcissa était déjà vaincu. Lucius avait raison. Il avait toujours raison, de toute manière. Il ne se trompait jamais, ne commettait aucune erreur. Il savait toujours exactement ce qu'il fallait faire en toutes circonstances. « Tu sais tout cela mieux que moi, » murmura Narcissa lorsqu'il eut terminé. « Ta décision sera la bonne, j'en suis certaine. » Lucius lui sourit avec tendresse. La victoire était proche. « Je ne veux pas te brusquer, » dit-il. « C'est vrai que c'est une décision un peu précipitée. Mais après avoir discuté avec Rosier, Note Parkinson, et avec mon père, je pense qu'ils ont raison. Je pense que c'est le choix le plus sûr. » Il baissa ses yeux pâles vers le ventre de Narcissa et l'effleura d'une main affectueuse. « Je veux dire, le plus sûr pour nous deux, mais aussi pour notre future descendance. Quand le moment sera venu, et il viendra, je te le promets. » Narcissa acquiesça, soudain émue. « Je te fais confiance pour cela, » dit-elle, en posant sa main sur celle de Lucius. Lucius lui caressa le ventre, radieux. Narcissa lui prit la main, l'embrassa sur le bout des doigts, et se pencha vers lui, le sourire aux lèvres. « Dois-je comprendre que tu approuves mon plan ?» sourit Lucius. « Disons plutôt notre plan, » corrigea Narcissa. N'y tenant plus, ils s'embrassèrent tendrement, puis de plus en plus avidement. Lucius passa une main sur sa joue, derrière son oreille, dans sa nuque, puis il pressa sa peau le long de ses cuisses, de ses hanches et de son ventre. Narcissa déboutonna sa chemise avec habileté et l'embrassa dans le cou où son souffle chaud le fit frémir d'impatience. Et tout en s'embrassant, ils se dévêtirent mutuellement et s'unirent aussi étroitement que possible, heureux de se retrouver enfin.